Neudorf, le plaisir du jardinage responsable. Bonjour à tous et très bienvenue dans ce nouveau numéro hivernal de Découverte Jardin, l'émission de News Jardin TV. Je vous propose de profiter du repos de la végétation pour faire des gros travaux. Vous allez voir quelque chose de très costaud, tout à fait exceptionnel. Allez, on y va, c'est tout de suite. Savez-vous que la période hivernale est absolument parfaite pour réaliser tous les gros travaux d'aménagement du jardin, à condition bien sûr que le ciel nous soit clément? Pourquoi? Tout simplement parce que les végétaux actuellement sont en repos. Même si certains sont toujours verts, donc les persistants, eh bien, ils dorment et on peut les retirer, les transplanter, les arracher sans aucun problème. C'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui en changeant complètement tout ce massif dont la terre de bruyère est totalement épuisée. Il n'y a plus que des racines qui s'imbriquent et on va faire cet énorme travail, donc arracher les végétaux, éliminer la terre de bruyère, apporter de la nouvelle terre et replanter. Gros travail, mais passionnant. Le but de la manœuvre, c'est aujourd'hui d'éliminer d'abord la clôture et la végétation qui est tout autour, parce qu'il va falloir pouvoir accéder pour extraire toute la terre de bruyère et en remettre de la neuve. Alors c'est tout de suite la séquence, tout simplement clôture. On y va, c'est parti! Posé il y a une bonne quinzaine d'années, le grillage constituait une clôture peu esthétique et surtout très transparente. Nous avons donc laissé une végétation luxuriante de plantes grimpantes le coloniser. Akebia, Clematis armandii, chèvrefeuille et Rosa banksiae lutea. Les tiges volubiles se sont insérées naturellement entre les mailles du grillage. Elles renforcent sa rigidité mais constituent désormais un réseau inextricable. Il a donc fallu les dégager manuellement en déroulant patiemment les chevaux de lianes et en coupant les plus récalcitrantes avec le sécateur et même parfois les brancheurs. Fixés par des attaches métalliques et des clous cavaliers sur les poteaux de la clôture et sur les traverses de chemin de fer qui rehaussent le massif, le grillage a été progressivement détaché en utilisant une pince coupante. Léger mais volumineux, le grillage de 2 mètres de haut a été roulé au fur et à mesure qu'on le détachait, de manière à pouvoir le manier aisément et le transporter sans effort avant qu'il ne finisse à la décharge. Une fois le grillage éliminé, passons aux poteaux. Ils étaient de 2 sortes. Les premiers en bois étaient plantés dans le sol et cloués sur les traverses de chemin de fer. Il a suffi de quelques coups de marteau pour en venir à bout. Mais c'était une autre paire de manches avec les poteaux en béton. Solidement scellés, ils n'ont pas bougé depuis une bonne trentaine d'années. Nous avons donc utilisé les grands moyens et loué une petite pelleteuse. Piloté de main de maître par Laurent, l'engin s'est avéré d'une puissance et d'une précision exceptionnelles. En quelques secondes, les poteaux se sont retrouvés au sol. Les dents de la pelle ont été utilisées en guise de marteau-piqueur pour briser la base en béton. Ensuite, Pierre a utilisé une grosse pince Monseigneur pour trancher net les fers qui armaient les poteaux. Du travail de pro, mais quelle efficacité! Maintenant que notre clôture a été éliminée, nous avons accès beaucoup plus facilement à notre massif. Le nouveau travail va être de retirer les végétaux en sélectionnant ceux que l'on veut conserver et puis d'extraire toute cette terre de bruyère et ces racines qui n'ont plus aucune valeur. Alors, nous allons faire appel à une grosse pelleteuse de manière à faire un travail plus facile. C'est notre séquence tout de suite qui s'appelle extraction. Notre massif de terre de bruyère est constitué de spécimens adultes de camélias, érables du Japon, rhododendrons, pieris et bruyères arbustives. Un arrachage en motte s'impose. Franck a donc commencé par éliminer sans ménagement les sujets que nous ne souhaitions pas conserver.
Puis la pelleteuse est entrée en action afin de dégager efficacement et rapidement la terre difficile à travailler en raison de l'enchevêtrement des racines. L'extraction des plus gros arbustes, comme ici un érable du Japon, a nécessité toute la puissance de la machine. Lorsqu'elle est maniée avec expertise, la pelleteuse assure un travail précis et d'une puissance impressionnante. Chaque plante a été sortie du sol manuellement, la motte étant façonnée à la bêche. La dimension idéale est un rayon égal à la circonférence du tronc, mesuré entre 30 cm et 1 mètre du sol. Il faut laisser suffisamment de racines très fines que l'on nomme le chevelu, afin d'être assuré d'une bonne reprise lors de la transplantation. Grâce aux efforts conjugués de toute l'équipe et à l'aide précieuse de la pelleteuse, l'arrachage de toutes les plantes du massif a été réalisé en une demi-journée seulement. Les plantes les plus jeunes, comme cette azalée mollis, ont été arrachées à la main avec une motte d'un volume surdimensionné. C'est une technique qui réduit le stress de la plante lors de la transplantation. Idem pour ce rhododendron yakushimanum déjà bien développé. C'est une plante au bois assez fragile qu'il fallait manier avec précaution. Une fois toute la végétation dégagée et mise en réserve avec un généreux arrosage des mottes, la pelleteuse est de nouveau entrée en action pour effectuer son travail de prédilection. La terre de bruyère est un matériau léger, bien plus facile à travailler que la terre franche du jardin. Toutefois, en raison de la prolifération des racines qui se sont développées généreusement en une quinzaine d'années, le travail à la main aurait été franchement pénible. Le démontage de la clôture ayant permis un accès facile à l'engin, il a suffi d'une bonne heure pour extraire les quelques 20 mètres cubes de terre de bruyère épuisée, avec aussi toutes les racines et le vieux géotextile. Tout a été ensuite évacué dans une décharge spécialisée. On voit bien lorsque la machine remue la terre de bruyère l'état d'épuisement de cette dernière. Il ne reste quasiment que le sable, toute la matière organique ayant été minéralisée par les micro-organismes, puis les sels minéraux ainsi obtenus absorbés par les racines des arbustes. Les sols humifères, comme la terre de bruyère, favorisent le développement d'un généreux système racinaire chez les plantes qui s'y développent. C'est ce que l'on observe bien pendant l'extraction. La terre de bruyère étant composée d'une forte proportion de sable, c'est un matériau très poreux qui laisse filtrer l'eau. Nous avons donc installé un système d'arrosage automatique enterré qui alimente également le reste du jardin. Le réseau étant en bon état, nous avons veillé tout particulièrement à le respecter durant l'extraction de la terre de bruyère. Le repérage des conduites en polyéthylène semi-rigide a été réalisé à la main. Il a souvent été nécessaire d'intervenir avec un sécateur pour couper les nœuds de racines qui bloquaient les tuyaux, mais sans les avoir nullement détériorés. Lors de la mise à nu des canalisations, nous nous sommes rendus compte qu'il existait de nombreux raccords coudés inutiles. Source de ralentissement du débit d'eau, ils augmentaient aussi les risques de fuite. Franck a donc décidé de les éliminer de manière à simplifier la structure du réseau. Les tuyaux ont été recoupés à la bonne longueur avec un coupe-tube pour matière plastique. C'est un outil vraiment pratique. Il a suffi ensuite de fixer des raccords réparateurs de tuyaux pour reconstituer le réseau avec plus de simplicité. Ils ont été enterrés avec une pince pour assurer une parfaite étanchéité. Après un fignolage à la main pour éliminer les derniers restants de la vieille terre de bruyère, nous avons obtenu une fosse très régulière d'une profondeur variant de 50 à 60 cm. C'est tout à fait suffisant pour les plantes de terre de bruyère. Les plantes de terre de bruyère, comme les rhododendrons, les pieris, même les camélias ou les érables du Japon, ont la particularité de ne pas supporter la moindre présence de calcaire dans le sol. Alors nous allons tapisser le fond de notre fosse de plantation avec un géotextile de manière à éviter toutes les remontées alcalines possibles. C'est évidemment la séquence géotextile. Nous
Nous avons commencé par reconstituer la structure de la fosse de terre de bruyère en remplaçant les quelques traverses de chemin de fer les plus abîmées. Elles sont simplement posées les unes sur les autres et calées en force sans aucun scellement. Tout l'intérieur de la fosse a été tapissé d'un feutre géotextile fixé sur les traverses par des agrafes. Trame synthétique non tissée, le géotextile est imputrescible, mais il laisse passer l'air et l'eau, ce qui assure le parfait développement des plantes sans aucun risque de stagnation de l'humidité. Facile à utiliser, ce feutre se découpe sans problème avec des ciseaux de jardinier. Nous utilisons ici le géotextile pour isoler la terre de bruyère du sol d'origine. Il va empêcher les racines des plantes acidophiles d'entrer en contact avec le calcaire qu'elles craignent par-dessus tout. Si le géotextile habille les parois, ce qui protège les traverses de chemin de fer, il est aussi étendu sur le fond, toutes les bandes se recouvrant pour assurer une couverture homogène. Tous les grands chefs vous le diront, l'important dans une bonne recette, c'est les ingrédients. Et bien pour le jardin, c'est exactement la même chose. Et nous avons choisi pour notre terre de bruyère un produit entièrement naturel, de la vraie terre de bruyère extraite de forêt de manière aussi écologique que possible. C'est un grand fournisseur de la région de Saumur qui va nous l'apporter, bien entendu en vrac, pas en petits sachets. Et vous allez voir, c'est extrêmement spectaculaire. C'est la séquence terre de bruyère. Pour nous fournir les quelques 20 mètres cubes de terre de bruyère nécessaires à notre massif, nous avons fait appel à la société saumuroise Premier Tech Faliémec. Fabricant de terreaux et de supports de culture bien connus des professionnels, cette entreprise commercialise aussi une gamme complète pour les jardiniers amateurs sous la marque Terreaux de France. Nous avons choisi un produit entièrement naturel, à savoir de la terre de bruyère forestière. Elle est récoltée superficiellement dans des espaces écologiquement gérés. Le matériau a été tamisé pour extraire les impuretés et garantir une qualité agronomique optimale. C'est un substrat très acide dont le pH est compris entre 4,6 et 5, ce qui est idéal pour les rhododendrons et les autres plantes calcifuges qui craignent la moindre présence de calcaire dans le sol. Déchargée à raison d'1 mètre cube par godet, la terre de bruyère a été répartie manuellement dans tout le volume de la fosse. Pesant environ 500 kg par mètre cube, la terre de bruyère est l'un des substrats les plus légers, mais c'est aussi l'un des plus filtrants, avec 85% de porosité. Elle est donc très agréable à travailler, même à la pelle. En raison de sa souplesse et de sa forte aération, la terre de bruyère va se tasser naturellement après quelques semaines. Nous avons donc prévu ce phénomène et nous laissons dépasser le niveau de quelques centimètres par rapport à la surface finale prévue pour le massif. La terre de bruyère se desséchant rapidement, nous avons arrosé généreusement la couche inférieure de la fosse, afin que les racines soient attirées par la fraîcheur du substrat et plongent bien en profondeur. La terre de bruyère étant un matériau très pauvre en éléments fertilisants, nous avons ajouté un engrais de fond 100% organique qui constituera une précieuse réserve nutritive pour nos arbustes. Il a suffi d'une bonne heure à notre équipe pour remplir la fosse de 40 mètres carrés d'un nouveau substrat prêt à accueillir de nouvelles plantations. Et comme tout bon jardinier qui se respecte, Laurent et Pierre ont soigneusement nettoyé les abords du chantier pour éviter de les transformer en bourbier de la belle ouvrage.
Maintenant que nous avons creusé, remué, bouleversé toute la terre, il est bien évidemment le temps de planter. Alors nous allons remettre en place les plus beaux sujets et agrémenter avec quelques petites plantes. C'est la séquence plantation et c'est tout de suite. Nous avons dû utiliser un diable pour intégrer dans le massif un somptueux camélia sasanquois âgé de plus de 30 ans et que nous avons extrait d'un autre coin du jardin. Avec sa motte, il pesait plus de 100 kg. La terre de bruyère étant toute neuve, il n'est pas utile ici de creuser un trou de plantation beaucoup plus volumineux que la motte à mettre en place. On a ajouté 2 bonnes poignées d'engrais organiques à action lente et progressive pour assurer une bonne alimentation à la plante. Puis la motte est positionnée dans le trou avant d'être bien recouverte et une fois installée, le pied de l'arbre est enterré de quelques centimètres seulement. Il importe alors de bien tasser pour éliminer les poches d'air afin que les racines se trouvent en contact intime avec la terre. La plantation se termine par la réalisation d'une cuvette d'arrosage. Cela consiste à former un petit monticule de terre tout autour du pied de la plante afin qu'il retienne l'eau d'arrosage et la concentre sur la motte de racines. Après des transplantations importantes, il y a toujours un petit peu de bois mort. Donc là, je suis en train de tailler pour rééquilibrer, mais les plantations ne sont pas terminées. On va passer maintenant au rhododendron de manière à redonner complètement cette forme sympathique au massif et surtout sa richesse de biodiversité. Allez, c'est la séquence plantation des rhododendrons. En raison de leur forme compacte et de leur croissance lente, les rhododendrons Yakushimanum sont installés au premier plan du massif. Les rhododendrons se marcotant naturellement, ils peuvent être plantés assez profond, la base des premières branches étant enterrée d'environ 5 cm. Le tassage est une opération importante, trop souvent négligée, et sans abîmer les racines, il ne faut pas hésiter à donner du pied pour bien asseoir la plante dans son nouvel emplacement. Les rhododendrons sont des arbustes assez accommodants au niveau de la transplantation. Nous opérons ici en plein hiver, mais ce travail pourrait être réalisé en toute sécurité d'octobre jusqu'à la fin mars. La qualité de la terre de bruyère joue aussi un rôle primordial dans la réussite. Si vous ne disposez pas, comme ici, d'un emplacement spécifique, prévoyez au moins 4 gros sacs de terre de bruyère par plante. N'hésitez pas à incorporer lors de la plantation un engrais spécifique pour rhododendron ou plantes de terre de bruyère. Vos plantes vous en seront reconnaissantes. Après toute plantation, on termine bien évidemment par un arrosage copieux. Vous avez vu comme le massif est beau maintenant, il n'y a plus qu'à mettre une nouvelle clôture avec des panneaux en bois de manière à s'isoler par rapport au parking. Donc c'est notre séquence claustra. La solidité d'une clôture passe avant tout par le scellement des poteaux. Nous avons utilisé un marteau-piqueur électrique de location pour travailler plus efficacement. Le poteau va être inséré sur un support métallique appelé ancre, qui sera scellé dans le béton. L'ancre mesure 60 cm de long, ce qui nécessite de réaliser un trou de cette profondeur. Nous avons tendu un cordeau sur l'alignement du terrain en restant bien dans l'axe des propriétés contiguës. Le cordeau sert également à matérialiser une ligne horizontale, point de repère capital pour le résultat final. La base du poteau est alors glissée en force dans le support métallique qui est alors fixé dans les emplacements prévus avec des vis en acier zingué, bichromaté et galvanisé. Après avoir pris les mesures et repéré l'emplacement au crayon, nous avons percé les poteaux à 30 cm de chaque extrémité pour y visser les pattes sur lesquelles va reposer le claustra. Ce dernier est solidement maintenu en haut et en bas avec 2 vis à chaque fois. La mise en place du premier poteau constitue la partie la plus délicate de la pose de la clôture. En effet, c'est lui qui va servir de guide pour tous les autres éléments.
Le contrôle des niveaux doit être très rigoureux. Si tout est bien d'aplomb, le reste de la clôture devrait l'être aussi. Le panneau est étayé provisoirement avant d'être scellé. Nous avons utilisé du béton préparé qu'il suffit de mouiller pour qu'il soit prêt à l'emploi. Laurent et Pierre mélangent intimement l'eau et le matériau pour obtenir une pâte souple, mais pas trop liquide. Le béton est inséré délicatement dans le trou sans faire bouger le poteau. Notez la présence du cordeau qui donne l'indication de la bonne hauteur. La mise en place de blocs de briques ou de cailloux renforce le scellement et garantit une bonne tenue dans le temps. Les ancres de la marque Forest Steel que nous avons utilisées sont garanties résister à des vents de 130 km/h. Une dernière vérification du niveau et nous allons pouvoir passer au panneau suivant. Pour créer un motif élégant, nous avons choisi d'intercaler un panneau de 90 cm de large en treillis à mailles fines entre chaque grand claustrat occultant de 1,80 m. Le montage se succède ainsi de panneau en panneau, l'important étant de stabiliser l'ensemble bien de niveau, le temps que le béton durcisse et assure une solidité définitive. Cela demande 24 heures au moins. Les panneaux en pin que nous avons utilisés ont subi un traitement à cœur sous pression en autoclave. Ils sont spécifiés classe 3, ce qui leur assure une résistance aux alternances d'humidité et de sécheresse, à condition qu'ils ne soient pas en contact avec le sol. Nous avons complété le traitement du fabricant par l'application de 2 couches de lasure qui non seulement confèrent une finition colorée esthétique au bois, mais laissent le matériau respirer. De ce fait, le bois ne s'écaille pas avec le temps et le produit renforce la protection contre les parasites, insectes et moisissures. Une tâche assurée par notre stagiaire Maverick. Les petits détails faisant les grandes différences, nous avons couronné les poteaux avec des chapeaux surmontés d'une boule de bois décorative. Chaque élément a été enduit de colle et soigneusement posé avant d'être définitivement vissé le lendemain. Sympa, non? Dans la terre de bruyère, on plante essentiellement des rhododendrons, des camélias, des érables du Japon, des azalées, des pieris, mais pourquoi pas également, tiens, un leucotoé avec ses feuilles de couleurs très variables. Et puis, je vous propose maintenant de mettre en terre tout de suite ce Skimia rubella. Il va nous apporter un peu de couleur et on va lui donner des mycorhizes et de l'engrais spécial terre de bruyère. C'est notre rubrique jardinage au naturel. Donc, avec une bêche, nous allons ouvrir le trou de plantation. La terre, elle est toute neuve, cette terre de bruyère, donc il n'y a pas de problème. Ça rentre tout seul. Et maintenant, il va falloir mettre un peu d'engrais spécial terre de bruyère, bien sûr. La terre de bruyère a la particularité d'être un élément très pauvre. Il y a peu d'éléments nutritifs. Nous allons donc être amenés à apporter un engrais spécifique pour ces plantes de terre de bruyère qui détestent le calcaire, donc un engrais naturel à base de produits organiques qui sont utilisables en agriculture biologique. Cet engrais à base de vinasse de betterave, de poudre de plume et de poudre d'os stérilisée s'emploie à la dose de 100 grammes pour une plante. 100 grammes, c'est l'équivalent d'un pot de yaourt. Donc on va tout simplement doser notre engrais de manière très précise comme cela. Voilà mes 100 grammes. Je vais les verser dans le trou et après je vais mélanger avec la terre. Allez. Voilà, avec la bêche. Donc je mélange bien notre engrais de fond et maintenant nous allons mettre des mycorhizes. Les plantes ont la particularité au niveau de leurs racines de nécessiter une certaine symbiose en fait, c'est-à-dire
l'association intime entre des champignons que l'on appelle des mycorhizes, donc myco-champignons, rhizes, racines, qui vont venir donc se greffer naturellement avec ces racines pour permettre à la plante d'être beaucoup plus performante. Alors la mycorhize, elle va servir non seulement à aider la plante, notamment le Skimia ici, à absorber ces éléments nutritifs, mais aussi elle va lui permettre d'être beaucoup plus résistant à la sécheresse. Alors, j'ai ici donc des produits à base de mycorhizes spéciaux pour les plantes de terre de bruyère, parce que chaque plante pratiquement a sa mycorhize. C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, nous avons quoi ici? Dans ce sachet qui s'appelle Rhizor, Ericacées. Ericacées, c'est la famille des plantes de terre de bruyère. Eh bien, donc, des éléments microscopiques que l'on va mélanger à la terre que j'ai extraite de manière à la renforcer dans ces champignons extrêmement précieux. Le produit s'emploie à raison de 1 sachet pour 5 litres de terre. J'ai environ 10 litres, donc je vais prendre 2 sachets que je vais mélanger à la terre de bruyère. Hop. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mélanger. Donc maintenant, je mélange tout simplement mes mycorhizes avec la terre de bruyère que j'ai extraite du massif. Voilà. On va remélanger un petit peu comme ça. Et passons à la plantation proprement dite. Prenons notre Skimia. Donc il est dans un pot, on va le dépoter. Pour le dépoter, on tape sur le pot. Et voilà. Alors on a un beau système racinaire qui n'est pas trop abondant. Donc pas la peine d'intervenir. Et je le mets directement dans le trou. Là, il est un peu trop au fond, donc on va remettre de la terre de bruyère. Il ne faut pas le mettre plus profond qu'il ne l'était dans son pot. Voilà, ça va être pas mal. Et maintenant, allez. Donc l'important, c'est toujours de tasser. Voilà, là, ici, avec les doigts, parce que la plante n'est pas très grosse. Donc je vais reprendre de la terre de bruyère. Et nous allons faire une petite cuvette pour l'arrosage. Donc la cuvette consiste simplement à mettre la terre en périphérie sur une petite butte, comme ça, de manière à ce que l'eau puisse être concentrée sur les racines. On l'a d'ailleurs, par exemple, ici, on voit très bien cette belle cuvette qu'on a faite sur les rhododendrons. Et là, pareil, sur notre Skimia, je vais voir quand même encore le tasser un petit peu. Voilà, là, il est parfait. Et maintenant, place à l'arrosage. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à arroser. Et quelle que soit l'époque, quel que soit le moment de plantation, même si la terre, comme ici, était déjà assez humide, eh bien, on va terminer par un arrosage. Un arrosage copieux, c'est au moins, pour une petite plante comme ça, un gros arrosoir de 6 ou 7 litres d'eau. Et grâce à nos mycorhizes, la plante va être magnifique et elle va fleurir tout l'hiver. C'est ça l'avantage du Skimia. Merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro tout à fait exceptionnel de Découverte Jardin. J'espère qu'elle vous aura donné envie de faire de gros travaux dans votre jardin et surtout de faire appel à des professionnels. Alors je voulais vous présenter mon équipe avec Pierre, avec Laurent, et puis nous allons aller voir tout au fond ici le grand chef Franck. Merci Franck. Et puis notre moussaillon, là, allez Maverick, regarde la caméra. Donc merci à tous et merci bien sûr à nos partenaires Premier Tech Faliénor pour la terre de bruyère et Forest-Style pour la clôture. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission Découverte Jardin. C'est sur News Jardin TV, bien sûr.